Bonjour, je m'appelle Clémence Fourton, je suis maîtresse de conférences en études anglophones à Sciences Po Lille et aujourd'hui je vais vous parler de la crise sanitaire et de la crise du système social au Royaume-Uni. La crise est d'abord une notion politique. Donc pour un homme ou une femme politique, présenter une situation comme une crise, c'est d'emblée la poser comme un problème qu'il s'agit de résoudre, ce qui permet du même coup d'apporter une solution. Mais la crise est aussi une grille d'analyse en sciences sociales, et il est important de distinguer les deux niveaux. La période de l'épidémie de Covid, dans laquelle nous sommes toujours, est définie comme crise sur ces deux niveaux, dans le discours politique et par les chercheurs et chercheuses. Je me limiterai ici au cas britannique, qui est mon terrain d'étude. Côté politique, le Premier ministre Boris Johnson, dans ses adresses régulières à la nation, ne parle pas de crise ou de crisis, mais la description de la situation qu'il propose est équivalente. Il évoque une urgence nationale, national emergency, par exemple. Son ministre de l'économie, Rishi Sunak, lui parle de crise, de crisis, de même que le ministre de la Santé, Matt Hancock, qui dans son discours du 30 juillet 2019 comparait la crise du coronavirus au grand incendie de Londres de 1666. Regardons maintenant ce que les sciences sociales et plus le discours politique disent de la crise, puisque c'est sur ce niveau-là, celui de la crise comme grille d'analyse, que je me concentre dans cet exposé. En sciences sociales, il y a plus ou moins consensus sur le fait que la pandémie constitue une crise, même s'il y a des analyses qui tempèrent cette lecture. La notion de crise a notamment été pensée par Antonio Gramsci, philosophe italien du début du XXe siècle, et plus tard par Stuart Hall, sociologue britannique, disparu en 2014. On peut définir avec eux comme crise un moment historique dont les caractéristiques sont exacerbées, à tel point que ce moment tend vers un point de rupture. S'il y a plus ou moins consensus parmi les chercheurs et chercheuses pour dire qu'il y a crise, il y a des désaccords sur la nature de la crise. Autrement dit, sur les dynamiques que cette situation historique met en jeu. Est-ce qu'il s'agit d'une crise du système capitaliste qui se manifeste dans le domaine sanitaire ? Est-ce qu'il s'agit d'une crise sanitaire qui a des répercussions économiques ? Ou est-ce que c'est quelque chose entre les deux ? Il y a donc celles et ceux qui pensent qu'il s'agit d'une crise structurelle du capitalisme, c'est-à-dire que c'est notre modèle économique actuel qui, par son mode de production, notamment l'agriculture intensive, et l'organisation des sociétés qu'il suppose en termes d'habitat et de transport, ce système donc a à la fois produit l'épidémie et en a fait un problème majeur parce que les institutions, notamment sanitaires, n'étaient pas prêtes à répondre à la crise du fait des choix politiques des dernières décennies. Je ne vais pas me prononcer sur la question de l'émergence et de la diffusion du virus, et je vais me concentrer sur la question de la réponse à l'épidémie au Royaume-Uni. En regardant de plus près deux aspects du système social, à savoir le système de santé et les politiques d'emploi, je voudrais vous montrer comment l'épidémie a à la fois accentué et révélé les caractéristiques préexistantes du système social britannique. Je vais évoquer 4 de ces caractéristiques. Le sous-investissement dans le système de santé, l'écart entre ce qui relève des politiques de la reconnaissance et de la redistribution, je vous expliquerai ce que j'entends par là. Troisièmement, l'opacité des rapports de l'État au secteur privé. Et enfin, l'inanité de certains aspects des politiques d'emploi. À partir de 2010, ont été mises en place au Royaume-Uni des politiques qu'on appelle d'austérité budgétaire, c'est-à-dire de réduction de la dépense publique. Le système de santé a été comparativement épargné donc par rapport à d'autres services publics comme la justice. Mais il a tout de même été fortement touché par ces réductions budgétaires, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, qui vous présente l'évolution du budget de la santé au Royaume-Uni ces 50 dernières années. Donc je vous parle ici du gouvernement de coalition et du gouvernement de David Cameron, où on voit que l'investissement dans la santé est largement plus bas que celui des décennies précédentes. Le budget de la santé a surtout été touché en matière d'investissement, par opposition aux dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire que si les dépenses courantes, c'est-à-dire les salaires, le matériel, les médicaments, donc ces dépenses courantes du système de santé ont été maintenues, ce qui concerne la planification, l'anticipation a été sabré. Ici, vous pouvez voir une comparaison internationale des dépenses publiques d'investissement dans la santé, et on voit que le Royaume-Uni, par rapport aux autres pays de l'OCDE, est un des pays qui investit le moins dans la santé, en pourcentage de sa richesse, en particulier après 2010. Autrement dit, après 2010, le présent a primé sur l'avenir,
parce que c'est moins coûteux politiquement de reporter la construction d'un hôpital, plutôt par exemple que de ne pas remplacer les ordinateurs des hôpitaux existants. Or, la préparation pour une éventuelle future pandémie relève justement de ces dépenses d'investissement. Stocker des masques, des blouses et autres équipements de protection personnelle, c'est investir. On n'est pas sûr que cela servira, mais cela pourrait servir. Ces choix politiques antérieurs à la pandémie ont donc été mis au jour lorsqu'en mars 2020, on s'est aperçu collectivement que les soignants et soignantes ne disposaient pas de masques. C'est donc à la faveur, si l'on peut dire, de la pandémie qu'une dynamique antérieure a été révélée par le biais des témoignages individuels, témoignages directs de soignants et soignantes qui ont été diffusés par les médias. Vous avez ici une des nombreuses émissions diffusées par la BBC à ce sujet, et aussi par les réseaux sociaux. Donc, ces témoignages sur les effets concrets du sous-investissement dans la santé ont été d'autant plus visibles et audibles que l'épidémie s'est accompagnée d'une valorisation importante des soignants et soignantes, et donc aussi de leurs paroles. C'est ce qui m'amène à la deuxième caractéristique du système social britannique que la crise a amplifiée et révélée, c'est-à-dire l'écart entre la reconnaissance et la redistribution. Alors, la philosophie et la sociologie du travail distinguent deux types de valorisation du travail dans la société. La première, c'est la reconnaissance, c'est-à-dire le statut du travail. Est-ce qu'il est estimé, reconnu collectivement ? La deuxième forme de valorisation du travail dans la société, c'est ce qui concerne la redistribution, c'est-à-dire la valorisation par la rémunération. Dans le cas du Covid au Royaume-Uni, la pandémie a été l'occasion d'une déferlante de reconnaissance envers les soignants et soignantes, tant par les hommes et les femmes politiques que par la population en général. Cela s'est traduit notamment, au printemps dernier, par des séances d'applaudissements coordonnées dans tout le pays, ce qu'on a appelé « Clap for Carers », et vous avez ici Boris Johnson qui se livre à l'exercice. Cela s'est aussi manifesté, cette reconnaissance, par une multiplication des arcs-en-ciel dans l'espace public, l'arc-en-ciel étant le symbole du NHS, le système de santé britannique. Mais cette reconnaissance accrue ne s'est pas traduite par une valorisation ou une revalorisation salariale. La réévaluation annuelle des salaires des travailleurs et travailleuses de la santé, en mars 2021, a prévu une augmentation de salaire de 1%, soit environ 4 € par semaine, moins que l'inflation. Cela a suscité une vague de colère et des menaces de grève chez ces mêmes soignants qui s'étaient vus applaudir un an auparavant. La troisième caractéristique du système social britannique que la pandémie a révélée concerne l'opacité des rapports entre l'État et le secteur privé, le secteur commercial. La pandémie a en effet occasionné de nouveaux besoins en matériel et en équipements médicaux et a donc donné lieu à de nouvelles transactions marchandes. L'État et ses divers services ont massivement acheté des équipements de protection individuelle, des respirateurs, des vaccins et d'autres choses encore. Les estimations du montant de ces transactions tournaient en décembre 2020 autour de 20 milliards de livres, c'est-à-dire en termes d'ordre de grandeur à peu près le PIB d'un pays comme l'Islande. Or, du fait de la pandémie, la loi a permis au gouvernement britannique de mener ces transactions en dehors des protocoles habituels, et donc au mépris du respect des règles habituelles de publication des contrats, mais aussi sans organiser de véritable compétition entre les différents prestataires. Pour les contrats passés entre janvier et novembre 2021, qui ont été publiés par le gouvernement, cela s'est traduit ainsi, je reprends ici l'iconographie du New York Times. Elle ne concerne pas seulement les équipements de protection individuelle, mais tout type de contrat lié à la pandémie. Chaque cercle représente un contrat, et les gros cercles représentent environ 500 millions de dollars. Ce que montrent les travaux actuels, c'est que des contrats pour une valeur totale de 5 milliards de dollars ont été passés avec des entreprises ayant des liens personnels ou politiques avec le gouvernement conservateur de Boris Johnson. 6 milliards de dollars ont été dépensés pour acheter des équipements auprès d'entreprises qui n'avaient aucune expérience en la matière, et 5 milliards avec des entreprises ayant un passé polémique, par exemple des cas de corruption. Donc ces trois catégories de contrats représentent environ la moitié des transactions qui ont été publiées.
Ces dynamiques d'externalisation de certaines parties du système de santé auprès de prestataires plus ou moins proches du pouvoir, plus ou moins compétents dans les domaines concernés, cette dynamique n'est pas nouvelle. Mais elle a été mise en lumière par la pandémie, car la situation d'exception a amplifié les besoins, les sommes en jeu, l'absence de régulation et aussi les enjeux, puisqu'il s'agit ici de questions de vie ou de mort. Pour finir, je voudrais m'éloigner un peu de la santé elle-même pour évoquer un autre aspect du système social britannique que la pandémie a placé et continue de placer au centre de la scène. Il s'agit de certains aspects des politiques d'emploi, du fait de l'aggravation du chômage que les mesures de gestion de l'épidémie ont entraîné. Le chômage n'a pas explosé du fait du dispositif de chômage partiel mis en place par le gouvernement. Mais il est tout de même passé de 3,8% fin 2019 à 5,1% fin 2020. Le marché de l'emploi britannique est connu pour son faible taux de chômage. Ce faible taux de chômage peut être imputé à des politiques d'emploi qui favorisent la flexibilité du marché de l'emploi sur la qualité des emplois. Du côté des dispositifs de chômage, ils sont censés être incitatifs, c'est-à-dire favoriser le retour à l'emploi. Les allocations chômage sont donc faibles et associées à des conditions strictes sous peine de sanctions. Une personne qui perd son emploi, ou une Britannique qui perd son emploi, va toucher environ 350 € par mois pendant 6 mois, indépendamment de son salaire antérieur. Avec l'augmentation du chômage, le nombre d'allocataires a lui aussi augmenté en flèche, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Cette augmentation a conduit à une légitimation dans le débat public des critiques du montant des allocations jugées indignes. Le gouvernement a augmenté celle-ci de 20 livres par semaine, ce qui est une augmentation substantielle. Ici, c'est à la fois la généralisation de ce qui était jusque-là une expérience plus marginale, ainsi que le changement de profil sociologique des personnes concernées, puisque ces nouveaux chômeurs sont souvent plus éduqués, ou en tout cas mieux connectés. C'est donc ces deux changements, cette augmentation et le changement du profil sociologique des nouveaux chômeurs, qui a conduit à exposer cette caractéristique antérieure du marché de l'emploi. Les associations de chômeurs et chômeuses et de lutte contre la pauvreté mènent actuellement une campagne pour que cette augmentation de 20 livres par semaine soit maintenue au-delà de la période de crise, avec une campagne intitulée « Keep the Lifeline ». La pandémie a donc, au Royaume-Uni comme ailleurs, exposé des caractéristiques du système social qui la précédait. Cette exposition s'est faite pour plusieurs raisons et de plusieurs façons, mais toujours avec un double mouvement d'accentuation et de visibilisation. Les soignants et soignantes se sont pris en photo, vêtus de sacs poubelles, révélant les effets du sous-investissement dans la santé. Ils et elles menacent de faire grève, car le décalage entre reconnaissance et redistribution est devenu subjectivement trop insupportable. La presse met au jour les conditions dans lesquelles l'État passe des transactions avec le secteur privé, car la pandémie a augmenté la demande et l'opacité. La presse se fait aussi le relais, avec les associations et œuvres caritatives, de ce que signifie concrètement une politique d'emploi qui institutionnalise le fait de vivre avec 350 € par mois. En ce sens, on peut donc dire que la crise sanitaire est bien une crise du système social. Si elle les a accentuées, les failles que l'épidémie a dévoilées étaient déjà là et elle n'a fait que les révéler au grand jour.